Notre Algérie a vécu des moments historiques depuis le 16 et le 22 février, à travers, à l'échelle nationale, donc ce soulèvement populaire qui demande le départ du système, un changement radical du système. Donc l'université d'Abdelrahman de Béjaïa, elle est toujours d'actualité et essaye toujours d'être à la hauteur pour ouvrir des débats et ouvrir des conférences et des chances pour débattre la situation actuelle du pays et aussi pour sortir par des propositions et des solutions de sortie de crise. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous M. Ahmed Jdaï, qui est un militant de gauche, militant politique. C'est un conseiller de premier secrétaire national des forces socialistes et son ex-premier secrétaire national. Donc, merci من سداويتنا عبد الرحمن ميرا إمس أحمد جداعي نشوف يسكر سداويتنا في قايت مرحبا بك مسي أحمد جداعي je donne la parole à notre invité d'honneur عسلامة مسي جداعي. Merci. ما على باليش نتكلم باللغة العربية ولا فرنسي. استمرزيت فهمها فقط. Mais les deux. Mes chers amis, اليوم après Tizi Ouzou, Bouira, اليوم je suis à Bougie, c'est pour qu'on puisse discuter ensemble de la situation actuelle que vous connaissez très bien, mais également, je ne vais pas vous faire un cours ni quoi que ce soit. C'est plus un débat interactif avec vous et je suis sûr que j'apprendrai de vous plus que vous n'apprendrez de moi. Le plus important, c'est le débat. Donc, mon intervention ne sera pas très longue, mais je mettrai surtout l'accent sur le débat, le niqash. إخواني أخواتي الكل تعرفوا بلي هذا كما يسميوه الحراك الوطني. Moi je préfère l'appeler, c'est un mouvement révolutionnaire citoyen. Pourquoi mouvement révolutionnaire citoyen? Parce que un mouvement révolutionnaire est un mouvement qui est porté par la population pour révolutionner la situation qui existe. Et je pense que, comme vous tous et toutes, الكل تعرفوا باللي هذاك قريب 3 شهور باللي cette lame de fond qui existe dans la société s'est exprimée d'une façon pacifique et très moderne. Ikhwani, ce sursaut révolutionnaire est en fait le résultat, ce n'est pas d'il y a 3 mois seulement, mais c'est le résultat de plusieurs années et décennies de lutte. Il ne faut pas se dire que ما كان والو في الأول، لكن depuis l'indépendance, منذ الاستقلال, il y a eu des luttes. On est passé par beaucoup de luttes. Il y a eu beaucoup de morts, surtout des jeunes, que ce soit en 63 ou là les années 80 avec le mouvement berbère, ou bien octobre 88, également 2001, Mensouch, les plus de 500 jeunes qui ont été, plus de 128 jeunes qui ont été tués
lors des mouvements Al-Arouch, comme d'autres luttes. Donc, au cours de ces dernières années, depuis l'indépendance, il y a eu une conscience nationale qui s'est forgée dans la société. Une véritable conscience, une maturité. Nous avons vécu la décennie noire dans les années 90 avec son lot de disparitions, d'assassinats ciblés, de bombes et autres qui a fait des dizaines de milliers de morts, plus de 200 000 morts. Donc aujourd'hui, si le caractère pacifique est réellement une lame de fond, c'est parce que nous avons vécu toutes ces années de lutte qui font qu'aujourd'hui, encore une autre fois, les jeunes, les étudiants, surtout eux, il y a aussi des moins jeunes, des un peu plus âgés, mais surtout les jeunes et les étudiants ont été le fer de lance de cette mobilisation. Il ne faut pas oublier également que cette maturité et cette non-violence que porte la population depuis près de 3 mois est aussi caractérisée par un autre élément. C'est l'union, l'unité du pays. Et je crois que la non-violence, la unf et l'unité, la non-violence et l'unité du pays ont été les moteurs de cette mobilisation extraordinaire. Depuis le 22 février, Et le peuple algérien sortant je pense que mécontentement. Hommes, femmes, il y a, enfants, toutes les générations à partir de maintenant, on ne peut plus dire que c'est un mouvement qui va s'essouffler ou là. Je ne pense pas qu'il s'essouffle parce qu'il y a un avant 22 février où le pouvoir a réussi, le Hukm a réussi à anesthésier la société. Et il y a un 22 février, donc il y a un avant et un 22 février 2019. Et je pense que cette formidable mobilisation qui a été jusqu'à présent sans aucun essoufflement a fait que d'une bipolarisation qui existait dans les années 90, القطبين في التسعينات وين شفنا باللي القطبين الموجودين في البلاد هي بين الحكم والإسلامويون. Il y avait une bipolarisation qui était entre le pouvoir et les islamistes dans les années 90. Et les démocrates au milieu étaient pris en étau. Pour plusieurs raisons, étaient pris en étau, ce qui fait que c'était les extrémismes qui pouvaient porter leur voix et s'installer dans la durée dans la société. Aujourd'hui, il y a une deuxième bipolarisation qui s'est installée. On est sorti de la bipolarisation des années 90. À partir du 22 février, c'est une autre bipolarisation. Il y a un bras de fer qui s'est installé entre, d'une part, la société dans sa globalité, dans l'union, dans la non-violence, et le pouvoir qui était en face. Donc c'est cette bipolarisation qui, aujourd'hui, fait que cette marche historique que le mouvement révolutionnaire a fait que cette bipolarisation s'est installée dans la durée, puisque les gens s'attendaient à ce qu'il y ait un essoufflement de la mobilisation. Or, c'est le 11e vendredi. Il ne faut pas oublier que cette mobilisation, c'est pas seulement les vendredis. Il y a les étudiants tous les mardis. Et entre les vendredis, il y a également tous les mouvements sectoriels. Les médecins, les avocats, et ainsi de suite. Tous les secteurs ont été touchés. Les travailleurs, les APC, le personnel des APC, et ainsi de suite. Donc, c'est un mouvement qui est global dans la société. Donc, mes chers amis, ce bras de fer, aujourd'hui, est en faveur de la société.
Et c'est une excellente chose. Et ce bras de fer ne sera gagné, il n'est pas encore gagné. Il ne sera gagné que si on continue notre mobilisation avec la même ténacité, avec la même détermination et avec les mêmes mots d'ordre. Les mots d'ordre qui sont le changement radical du système. Et on reviendra tout à l'heure, على التغيير الشامل والكامل والجذري للنظام اللي رانا فيه. Mes chers amis, il y a eu quand même si cette mobilisation est toujours là, et nous sommes très fiers, nous sommes devenus un exemple de par le monde. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça, que nous sommes devenus quand même un exemple مثل لكل العالم بأسره. كاين حواجز اللي فتناها. أولا وأقول لك قبل كل شيء هو حيط الخوف, le mur de la peur. Nous avons brisé le mur de la peur, où les gens maintenant se sont libérés de toute contrainte, ils peuvent parler, ils peuvent manifester librement. Il ne faut pas oublier que les manifestations étaient interdites à Alger depuis les années 2000 et que subitement, il y a eu ce raz-de-marée, cette déferlante sur Alger et également dans toutes les wilayas. Le deuxième obstacle, الحاجز الثاني اللي فتناه هو يعني الخطاب بتاع الحكم. الحكم هذا اللي كان منذ الاستقلال منذ 62 il agissait, et c'est dans toute dictature, c'est pas seulement en Algérie, toutes les dictatures dans le monde et tous les États autoritaires dans le monde, كل الديكتاتوريات وكل الأنظمة التعسفية الموجودة في العالم تستعمل هذا الحاجز اللي حنتكلم عليه, هو l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur, العدو الداخلي والعدو الخارجي. وشفنا باللي الحكم هذا استعمل هذه الوسيله نتاع العدو الداخلي والعدو الخارجي, لكن المواطنين والمواطنات ما طاحوش في الفخ هذا. Si avant c'était la Kabylie, moi je ne suis pas kabyle, je suis très à l'aise pour en parler. Si depuis l'indépendance et même avant, depuis peut-être 49, l'ennemi intérieur c'était la Kabylie pour le pouvoir. Or aujourd'hui, tout le monde sait que la population n'a pas basculé dans ce piège de l'ennemi intérieur. Toutes les techniques ont été utilisées باش يطلعوا القبائل ضد العرب والمزاب والى اخره باش يكسروا البلاد, pour diviser le pays. Or aujourd'hui, la réponse de toute la population depuis 3 mois est claire. Nous sommes unis, nous sommes algériens et nous sommes tous algériens dans une Algérie plurielle, mais nous avons tous droit à notre Algérie. Et je crois que quand on voit le meilleur exemple, مثل الأفضل لهذا الحاجز اللي فتناه هو العلم الجزائري من جهة, ومن جهة ثانية العلم الأمازيغي. وهذا العلم الجزائري والعلم الأمازيغي شفناه في كل مناطق البلاد, ماشي في بلاد القبائل فقط, لكن شفناه في الشرق, شفناه في الغرب, شفناه في الصحراء. وهذا cette image qui est donnée de l'Algérie, quand on voit les images, on voit les deux emblèmes en même temps, flotter en même temps, et c'est ça l'unité du pays. C'est un message très fort qu'on donne non seulement au pouvoir dans le pays, mais également sur le plan international. Parce que العالم الوطني معروف, دمشو هذا معروف. العالم الأمازيغي n'appartient pas à une région ou à seulement l'Algérie. L'emblème amazigh est un emblème nord-africain qui dépasse de loin l'Algérie. C'est notre identité.
Et je pense que c'est ça qui ressort aussi de cette formidable mobilisation. Et surtout, الحاجز تاع l'ennemi extérieur. شفنا حتى قايد صالح منذ février هو يقول لك اليد الخارجية la main extérieure. Or, comment يعني هذه مش معقول باللي 20 مليون جزائريين كل جمعة في الطريق يعني 20 مليون كاع on est manipulé par l'extérieur, par l'étranger. هذه ما تدخلش في العقل هذه. Donc même cette utilisation de l'ennemi extérieur, الحاجز تاع l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur, الجزائريين والجزائريين تجنبوا هذا الحاجز هذا بكل روح الوطنية. Et ce que nous voulons, nous, pour répondre au pouvoir, c'est que tous les Algériens sont jaloux de leur pays. Tous comme nous sommes. Nous ne voulons pas d'ingérence extérieure. Nous ne voulons pas d'interférence extérieure. Nous voulons régler nos problèmes entre Algériens et en Algérie seulement. Donc sans aucune ingérence étrangère. Et c'est ça la leçon aussi qui a été donnée au pouvoir. Et à l'armée, parce que le rôle de l'armée est important, on y reviendra plus tard, et à l'armée de s'occuper des frontières algériennes, de s'occuper de la sécurité, des biens et des personnes. Voilà ce que le rôle de l'armée. Un autre danger que nous avons évité, c'est la manipulation de la violence. On a vu à Alger, par exemple, le gazage d'un tunnel des facultés. Ça, c'était une manipulation pour essayer de pousser les Algériens dans la violence. On a vu également toutes les manipulations qu'il y a eu. Aujourd'hui même, Lyon, il y a eu des étudiants de la fac centrale à Alger qui manifestent. Ils ont été réprimés. On a vu toutes les manipulations pour qu'on nous verse dans la violence. Or, les Algériens sont vaccinés. Nous avons vécu les années 90, donc nous ne voulons pas de violence dans le pays et entre Algériens. Et si jamais il y a violence dans le pays, croyez-moi, la responsabilité ne viendra pas des Algériennes, ni des Algériens, mais elle sera la responsabilité unique des tenants du pouvoir. C'est eux qui veulent nous mettre dans une spirale de violence que nous rejetons totalement. Et nous avons vu également les atteintes à la dignité. Mademoiselle Chaban, quand ils ont été arrêtés à Alger, nous avons vu la fille qui a été déshabillée dans un commissariat comme une malpropre, alors que ça, c'est une véritable atteinte à la dignité. C'est pour que, en fait, pour que les gens comprennent que ce pouvoir, ils veulent nous faire entendre que non seulement on veut que vous alliez dans la violence, mais on va attenter à votre dignité aussi. Et je pense que les Algériens et les Algériennes ont jusqu'à présent évité ces pièges mortifères. Et il y a eu également, quand on a vu par exemple l'infiltration, les tentatives d'infiltration du mouvement citoyen, du mouvement révolutionnaire. Et même jusqu'à présent, ce qui ressort de tout le mouvement, c'est que même les infiltrés ne peuvent rien faire parce que la masse est trop importante et les mots d'ordre sont tellement unifiés dans le pays que même les infiltrations ne marchent pas. Et à ce titre, je pense que, et c'est une question qui va revenir, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, le problème, le fait que ce mouvement révolutionnaire est resté horizontal. Et il n'y a pas eu jusqu'à présent de représentants officiels de ce mouvement. C'est une chance pour le pays. Croyez-moi que c'est une chance. Parce que si le mouvement
avait choisi ses représentants dès le début, le mouvement aurait été cassé. Et là, je vous donne l'exemple de l'Aroche. L'Aroche. Qu'est-ce qu'il y a eu? Au début du mouvement de l'Aroche, il y a eu, hop, des représentants qui sont sortis de nulle part. Ils ont fabriqué des représentants qui se sont autoproclamés. Et qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? Il y a eu une manipulation, une récupération, et puis ces représentants, ces fameux représentants, ont négocié avec le pouvoir leurs propres intérêts, en oubliant le mouvement. Donc, il faudrait qu'on ait jusqu'à présent, l'horizontalité du mouvement est une bonne chose. Il faudra qu'à un moment donné, لازم وقت وين الممثلين لهذا الموuvement هذايا, il faudrait bien que ce mouvement choisisse ses représentants à un moment donné. Nous y reviendrons plus tard. Et puis, un autre obstacle. Donc, il y a eu l'obstacle du mur de la peur, l'obstacle de nous essayer de nous mettre dans la violence, l'obstacle de la division du pays, l'obstacle des infiltrations, des manipulations, mais il y a un autre obstacle qu'on a évité jusqu'à présent. Sauf que ça continue. C'est cette illusion, cette illusion de soi-disant solution politique pour le pays qui a été proposée par le pouvoir. L'article 102. Ok, lakin ils veulent nous laisser dans la Constitution. Or, c'est une fausse solution. Et jusqu'à présent, les Algériens n'acceptent pas. La preuve, c'est que tous les jours, il y a eu des demandes importantes et des slogans importants dans le pays pour qu'il y ait un changement radical dans le pays. Un changement radical du système. Or, s'ils veulent nous emmener pour des élections le 4 juillet, les Algériens ont dit, jusqu'à présent, ont dit non. Il n'y aura pas d'élection le 4 juillet. L'élection du 4 juillet, elle est disqualifiée. Même Ben Salah, chef de l'État par intérim, n'a pas pu réunir dans sa ندوة الحوار تاعو ما قدر يجمع إلا الحاشية تاع الحكم. Et ça, c'est important. Donc, l'élection du 4 juillet, pour nous, est disqualifiée. Pour les Algériens, est disqualifiée. Il n'y aura pas de vote. Et les Algériens vont faire un barrage. Et même la Constitution, elle n'est plus d'actualité. Elle n'est plus d'actualité. On veut sortir de la Constitution. On ne veut pas qu'il y ait des élections le 4 juillet avec ceux-là même qui sont à l'origine de la crise, qui vont faire une transition pour eux et contre la population. Donc il n'est pas question qu'on soit inscrit seulement dans la Constitution. Pourquoi? Parce que Ben Salah, qui c'est? Ben Salah a cautionné toutes les violations de la Constitution. Et il est chef de l'État. Et il veut nous laisser dans l'actuelle Constitution. Bedoui Shkoun. Bedoui, il était ministre de l'Intérieur. C'était le fraudeur en chef des élections. Comment on peut aller à des élections avec quelqu'un qui a violé la Constitution et un fraudeur en chef comme Premier ministre, qui est rejeté, et c'est en plus ce gouvernement. Il est reclus au palais du gouvernement. Même ces ministres ne peuvent plus sortir, parce que la population les fait chasser. Comment on peut aller à une élection avec encore ces deux B, comment on dit, les deux B. Donc, mes chers amis, pour nous, c'est l'article 7 et 8 dont a parlé Ben Salah. C'est-à-dire que le pouvoir revient au peuple. Ce que nous voulons, c'est un changement radical, global du système.
Alors, ils veulent aussi, maintenant, on est passé à une autre étape. À une autre étape, c'est celle des arrestations. C'est vrai que la population a demandé, a fait de la lutte contre la corruption un des slogans majeurs, comme elle a fait du changement du régime un des slogans majeurs. Sauf que il y a eu des arrestations, ou le barih, il y a eu, on ne sait pas, il y a eu quelques arrestations de responsables politiques importants. Mais pour le moment, ni la télé, ni la PS n'en ont parlé. Alors, même si les arrestations, بدأت بربراب، بدأت plutôt بحداد، ربراب، كونيناف، والآن قايد صلاح، طرطاق et توفيق، الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة إن شاء الله هذيك on verra. إذن هذه les arrestations, même si elles répondent, même si ce sont des réponses, même si ce sont des réponses partielles, je dis bien partielles, aux revendications de la population. Mais ce ne sont pas des réponses qui répondent, des réponses qui vont tranquilliser la population, au contraire. Pourquoi? Parce que d'abord, la population demande le changement radical du système. Et ces arrestations posent plus de questions que de problèmes, plus que de réponses. Pourquoi? Parce que, pour qu'il y ait une véritable lutte contre la corruption, il faut que la justice soit indépendante. Et il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Or, est-ce que la justice était indépendante? Difficile à dire. Est-ce qu'il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif et la justice? La preuve, qui c'est qui donne les ordres à la justice pour qu'il les interpelle? Qui c'est qui donne? Donc, ça pose problème. Même si la population a demandé leur tête, c'est vrai. Mais il faut qu'elle se fasse dans des conditions de transparence, dans des conditions de séparation des pouvoirs, dans des conditions d'enquête crédible. Or, jusqu'à présent, on a arrêté les gens, on ne sait pas pourquoi, et puis il y a un problème. On a vu par exemple Rabrab dans un fourgon de la gendarmerie, emmené comme un malpropre, mais les autres on ne les a pas vus. On a vu que la télévision et les médias officiels ont parlé de Rabrab, de Kouninef, de Haddad. Or, la télévision et la PS n'en ont pas parlé du tout. Est-ce qu'ils ont été arrêtés effectivement? Est-ce qu'ils sont entendus? On ne sait pas. Pour quel motif? Atteinte à la sûreté de l'État. Mais rien n'est très clair. Donc, elle pose beaucoup de questions, mais sans réponse. Deuxième, dans ces arrestations, donc la première lecture, c'est ça, c'est le problème de, bon, d'accord, mais pourquoi est-ce que la justice est indépendante? Mais le deuxième volet de ces arrestations, est-ce que ce n'est pas le reflet d'une lutte de clans? Est-ce qu'un clan n'est pas en train de prendre le dessus sur les autres? Auquel cas, c'est une lutte clanique en dehors de la population. Et donc, ça pose problème. Ce que nous voulons, nous, c'est pas une lutte de clan, c'est pas une lutte interne au régime. C'est pas un changement à l'intérieur du système. C'est le changement du système. La population ne demande pas le changement à l'intérieur du système. Elle demande un changement de tout le système. Et c'est ça la problématique qui est posée. Donc, et le troisième
Le troisième objectif qui est recherché par ces arrestations, même si nous, on n'est pas contre, hein, on ne défend personne, on ne défend personne. Celui qui a fait un corrompu doit être traduit en justice. Tout le monde est justiciable. On n'est pas en train de défendre. Sauf qu'on se pose des questions. Elle a pour objectif, ces arrestations ont également un troisième objectif. C'est de détourner la vocation du mouvement qu'on est en train de vivre depuis 3 mois. Ça y est, atteindre comme la corruption, khaliwna le reste. Allez à des élections. C'est pas ça qu'on veut. Donc c'est bien, mais on veut plus. On veut le changement du régime. C'est ça qui est important. Et donc le mouvement, les Algériens et les Algériennes doivent avoir à l'esprit que ce n'est pas cette lutte et ces têtes qui ont été données à la justice qui vont nous faire dévier notre trajectoire qui est le changement du régime. Donc, la mobilisation doit encore être soutenue, premièrement. Deuxièmement, être très vigilant de rester sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le changement du régime. Dans le cas d'une transition consensuelle, acceptée de tous, à ce moment-là, il y aura, bien sûr, il faut qu'il y ait une transparence totale. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des enquêtes documentées. Et troisièmement, il faut que la justice soit véritablement indépendante et une séparation totale des pouvoirs. C'est dans ce cadre qu'on peut avoir une lutte contre la corruption qui soit une vraie lutte de la corruption. Je discutais, quand je déjeunais avec un ami, et on discutait de ça. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours. C'est un intellectuel, mais il a le bon sens populaire. قال لي يعني كي لي واحد عنده شجرة un arbre dans son jardin et cet arbre ne donne plus de fruits. Mieux encore, c'est un arbre qui est pourri. Donc ce pouvoir واش راه يدير؟ يبدا يقطع لي petites branches من الأول. Mais تقطع les branches. L'arbre est pourri. Il ne va pas donner de fruits. Donc le bel زاد تقطع 3 grosses branches. Mais l'arbre est encore pourri. Et l'arbre, c'est les racines qui sont pourries. Donc il a habina. Dire un arbre qui donne, c'est enlever entièrement cet arbre de ses racines et ensuite planter un autre jdid qui va plus tard grandir et donner des fruits. C'est exactement, il a essayé d'imager. Donc, on a une branche maintenant, une branche maintenant, une branche maintenant, et on se dit, ça y est, c'est réglé. Non, l'arbre est pourri. Et le régime est pourri. Il faut que ce régime change. Comme l'arbre doit être déraciné, ce régime doit être déraciné. C'est exactement la même. Donc, aujourd'hui, pour aller un peu vite et laisser le temps au débat, on a vu quand même qu'il y a eu plein de propositions qui ont été faites. Même quand on discute avec les gens dehors, quand on lit les journaux, un peu partout, il y a des points de convergence qui existent dans tout le pays. Un, c'est le départ du système. Deux, l'obligation d'une transition démocratique. C'est le deuxième point de convergence. Le troisième point de convergence, c'est une constitution émanant du peuple. Doustour, idiru shab. Le quatrième point de convergence, c'est qu'on aille à des élections libres et transparentes. Intikhabat hurra wa naziha. Et le cinquième point de convergence, c'est une justice libre et indépendante et une séparation des pouvoirs. C'est les points de convergence. Sur ces points de convergence, je pense que beaucoup de choses, si on se met autour d'une table, beaucoup de choses peuvent se faire.
Maintenant, il y a deux grandes questions qui sont posées. Jusqu'à quand on va continuer à marcher? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse aller de l'avant? Et deuxième question, comment on peut faire émerger les leaders, les représentants du peuple? C'est deux grosses questions qui sont posées aujourd'hui au sein de la population. Alors, pour qu'on puisse se dire, ça y est, on voit le bout du tunnel, c'est la première question, il faut qu'il y ait un climat de confiance. لازم جو نتاع الثقة بين السلطة والمواطنين. كيفاش يجي هذا le climat de confiance? Qu'est-ce qu'il faut pour un climat de confiance? Il faut premièrement, pour qu'il y ait un climat de confiance, c'est bien que ces gens ont été arrêtés, c'est très bien. Mais pour qu'il y ait un vrai climat de confiance, c'est le départ de tous les symboles du régime. Le départ de Ben Salah, le départ de Bedoui, la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution du Sénat. Ça représente véritablement des points de fixation. Donc un climat de confiance commence par ça. C'est également ouvrir le champ politique. Il faut ouvrir le champ politique à la libre expression. Il faut ouvrir la télévision à la libre expression. Il faut ouvrir les médias. Ça, c'est un deuxième point du climat de confiance. Il faut également arrêter, lever toutes les restrictions. Il faut laisser les gens, il ne faut pas qu'il y ait de barrages les vendredis pour Alger. Pourquoi on fait des barrages? Les Algériens ont le droit de partir dans leur capitale. Pourquoi on fait des barrages? Donc, lever toutes les restrictions. Il faut libérer les détenus d'opinion. Et il y en a. Les détenus d'opinion. Il faut également lever toutes les restrictions au travail des journalistes, des avocats, dans tous les secteurs. Et puis aussi, c'est plutôt le premier point pour le climat de confiance. Avec toutes ces mesures, là, on peut aller à autre chose. C'est aller à une transition démocratique. Dès qu'il y a un climat de confiance, on peut ouvrir un dialogue et aller à une transition démocratique. Et dans ce cadre, dans cette transition démocratique, l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, et également un vrai engagement contre la corruption à tous les niveaux. C'est au moment de la transition qu'on peut, on peut commencer à voir le bout du tunnel et on peut s'asseoir autour d'une table. Quand on peut s'asseoir autour d'une table, c'est là où on passe à la deuxième étape qui est le calendrier électoral, la constituante, Deuxième question, comment faire émerger les leaders d'opinion et les représentants c'est une question qui reste à discuter avec vous et un peu partout. C'est bien qu'il y ait l'horizontalité jusqu'à présent, c'est une chance pour nous. Mais, par exemple à l'université, il faut que les étudiants débattent entre eux, qu'ils fassent sortir des représentants par université, par campus, et ensuite qu'ils se retrouvent, les médecins, les avocats, les magistrats, et même les partis politiques, etc. C'est doucement, doucement, dans la dynamique qu'on peut faire sortir les différents représentants de la population. Maintenant, au FFS, nous avons notre proposition.
on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Bon, il faut d'abord dialoguer, s'entendre sur un minimum, une charte. C'est quoi la charte hadik? Là, je vous renvoie à nos propositions qui ont été faites. Je vais vous lire quelques-unes de ces chartes seulement, pas toutes, parce que c'est un peu long. Cette charte, c'est, mais je reviens sur quelques éléments. Le respect des droits de l'homme, le respect de tous les droits. On ne va pas saucissonner. Quand on parle des droits de l'homme, on parle des droits fondamentaux, des droits socio-économiques, des droits politiques, la liberté d'expression, il a créé. La non-utilisation de la religion à des fins politiques. La non-utilisation de la violence à des fins politiques ou pour arriver au pouvoir ou se maintenir au pouvoir. L'organisation d'élections libres et honnêtes. La séparation des pouvoirs. Tous ces éléments font que c'est le dialogue qui va nous faire entendre sur cette charte. Avec ce dialogue, une conférence nationale qui est souveraine, souveraine, totalement souveraine, qui représentera tout ce mouvement révolutionnaire qu'on a. Et c'est cette conférence nationale souveraine qui va elle-même définir l'instance présidentielle. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un ou deux ou trois ou cinq ou six personnes ou 7 personnes qui soient une instance présidentielle qui va, avec la conférence nationale, qui va désigner un gouvernement transitoire, un gouvernement provisoire, un gouvernement pour aller par la suite des élections libres et honnêtes. Pour nous, c'est d'abord aller à une constituante. Et la constituante qui, elle, va définir toutes les institutions du pays. Après la constituante, là, on va aller à des élections libres et honnêtes. Voilà à peu près les grandes lignes de cette... sauf que, mes chers amis, il ne faut pas croire que c'est chose très facile. Ce n'est pas une course de 100 mètres. Tout de suite, on arrive, il y a le pays. C'est un véritable marathon. Ça va être long. C'est plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras. Parce que là, ce qu'on a obtenu en l'espace de 3 mois est inimaginable. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et de notre détermination, notre mobilisation et notre vigilance dépendra toute la suite qui va être donnée. Et je suis sûr que peut-être qu'ici, parmi les jeunes que je vois ici, femmes et hommes, étudiantes et étudiants, je suis certain qu'il y a parmi vous, j'en suis persuadé, parmi vous, il y a des responsables qui vont émerger plus tard. Parce que c'est vous, nous, qui m'a dit presque tabjnenna. Mais c'est la jeunesse. C'est vous qui amenez le pays. C'est vous l'élite demain. Et ce n'est pas un vain mot de ma bouche. Moi, j'ai été très jeune quand j'ai pris des responsabilités dans un parti politique. Très, très jeune. J'étais très jeune. C'est difficile. Ça me fait plus de 30 ans, peut-être plus de militantisme. Mais je peux vous dire une chose, que ce n'est pas aussi simple, mais il y a une chose, c'est que les conditions qui se prêtent maintenant sont meilleures que les conditions d'il y a 30 ans. Et croyez-moi, vous êtes l'élite demain. Et j'en suis certain, j'ai fait plusieurs conférences dans les universités, je suis certain, avec le niveau politique qu'il y a, avec la conscience et la maturité politique, je pense que des jours meilleurs vont nous réunir dans quelques mois, voire quelques années. Je vous remercie, je laisse le champ au débat et aux questions si vous voulez poser des questions. Merci. Merci, Monsieur Jdaïen.